Bonsoir et bienvenue, le rendez-vous éco est de retour après 2 mois de pause, émission un peu spéciale, vous le voyez puisque nous sommes au Moselle Open. Allez, on attaque sans plus tarder avec le sommaire. Géant du BTP, le groupe Lingenheld évolue avec son temps. Ses activités de valorisation et de traitement des déchets ne cessent de s'accroître. Exemple dans quelques instants sur sa plateforme de Louvigny. Elle est l'un des leaders européens du conditionnement de la charcuterie et siège en Moselle. L'entreprise Charcupac Les Provinces sert la grande distribution depuis maintenant plus de 70 ans. Portrait dans un instant. Prestataire mondial de solutions logistiques, Katoun Nassi nous a ouvert les portes de ses gigantesques entrepôts. Entrepôts connectés et durables, il les réceptionne, stocke et expédie 750 000 colis chaque année. Enfin, nous avons rencontré Jean-Louis Petruzzi, PDG du groupe Menway, acteur majeur des ressources humaines. Il évoquera notamment les difficultés à recruter dans tous les secteurs. Et dans cette émission également 2 invités présents en plateau comme chaque fois. Tout d'abord Christophe Thierrier, président de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de Moselle. Nous évoquerons notamment l'inflation et le manque de personnel dans ce secteur. Et puis dans un deuxième temps, nous retrouverons Guillaume Cazenave. Il nous parlera de Touaille, une solution pour résoudre des problématiques liées à la sûreté et à la sécurité. Mais tout d'abord, nous allons partir à Louvigny, entre Metz et Nancy. Là-bas, un mastodonte du BTP nous a ouvert ses portes. Il s'agit du groupe Lingenheld. Vous allez le voir, ce groupe se tourne de plus en plus vers la valorisation des déchets. Reportage. En 2020, c'était la première installation de ce type en France. Aujourd'hui, on en dénombre une dizaine. Devant vous, une unité de lavage physico-chimique. Le principe est simple, dépolluer des matériaux pour les réutiliser. Donc les matériaux bruts sont introduits dans un crible qui va permettre d'être séparés en 2 fractions. D'un côté les graviers, de l'autre les sables et ensuite... Après avoir été lavés, les différentes fractions de gravier et de sable se retrouvent dans le clarificateur qu'on voit ici, qui fonctionne en fait comme une station d'épuration qui permet de décanter l'eau. Les boues polluées sont récupérées et finissent leur course ici dans ce filtre. Donc les boues vont passer dans ce filtre pour être pressées sous forme de galettes dans lesquelles on va concentrer les polluants et ces galettes vont partir en enfouissement. Reste alors une eau épurée réinjectée dans le circuit de lavage et 80% des matériaux pouvant être réutilisés en remblai ou en couche de chaussée routière. Ici sur la plateforme de Louvigny, toutes les activités tournent autour du traitement et de la revalorisation des déchets, soit un des 4 pôles du groupe familial. Le métier historique est le travaux publics, mais aussi l'environnement, les travaux spéciaux avec la démolition et le désamiantage et un pôle immobilier. On va retrouver les métiers donc, de la promotion immobilière et de l'aménagement de lotissement. Fondé en 1925 par l'arrière-grand-père de Franck, le groupe n'a jamais autant prospéré, avec aujourd'hui environ 200 millions d'euros de chiffre d'affaires et 600 salariés. D'ici 2030, l'ambition est claire, atteindre les 300 millions d'euros de chiffre d'affaires et 700 collaborateurs. Nous allons bientôt retrouver notre premier invité, Christophe Thierrier. Mais avant, petit détour à Saint-Gbouz. Du coton aux biens de consommation, le prestataire mondial de solutions logistiques Katoun Nassi, du néerlandais Nation du coton, né en 1854, ne cesse de grandir et de se transformer. Cela fait plus de 25 ans maintenant que le site de Logifar fait de la logistique sur mesure et dans l'air du temps, vous allez comprendre. Reportage Fanny Bragard. Dans ces 3 entrepôts de 10 000 m², Logifar réceptionne, stocke et expédie 750 000 colis chaque année. Passée d'intérimaire à cariste en CDI, Tamara a vu cette plateforme multi-client se transformer grâce aux nouvelles technologies. On pense directement que c'est un métier masculin alors que pas du tout. Comme vous pouvez regarder ici, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. La direction met tout en œuvre pour nous faciliter le travail. On a des tire-palettes élévateurs. On a plusieurs machines dans le chariot 3 qui peut nous aider à décharger un camion. On n'a pas besoin de prendre un tire-pale. Donc oui, non, on n'a pas vraiment de charge lourde. Pour optimiser sa chaîne logistique, Katoun Nassi a développé son propre logiciel WMS. À cela s'ajoute une automatisation qui augmente les capacités de préparation tout en réduisant la pénibilité des tâches pour ses employés. Nous avons ramené une technologie avec un système de préparation à la lumière, comme vous pouvez le voir là, où on indique à l'opérateur l'emplacement et la quantité
à prélever. On met en place des systèmes goods to man, c'est-à-dire qu'on ramène les produits vers les opérateurs à l'aide de robots. On fait des inventaires via des drones ou encore on paletise et on dépaletise les colis à l'aide de la robotisation. Des innovations permanentes qui permettent à Logifar de proposer aux entreprises une prestation logistique complète à forte valeur ajoutée. Nous avons vraiment le système informatique qui nous appartient et qui permet d'avoir une offre sur mesure pour accompagner nos clients. Ça nous permet de répondre aux besoins au niveau préparation, à la flexibilité des réceptions, des expéditions de nos clients, au type d'emballage, à la complexité par rapport à des expéditions aussi bien internationales qu'au niveau européen. Katoun Nassi voit les choses en grand pour son site mosellan. Stratégiquement implanté au cœur de la grande région, l'objectif de Logifar est de passer de 30 000 à 80 000 mètres carrés de surface de stockage et potentiellement accroître ses effectifs. Christophe Thirier, bonsoir. Bonsoir. Alors je le rappelle, vous êtes le président de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de Moselle. Alors nous allons aborder plusieurs sujets ce soir ensemble, en commençant par cette inflation qui touche tous les secteurs, dont le vôtre. D'une manière générale, comment se porte finalement le secteur de l'hôtellerie ? Écoutez, plutôt bien, puisqu'on vient d'avoir les résultats de la saison estivale et on s'aperçoit que la Moselle et Metz ont surperformé par rapport au Grand Est avec des taux d'occupation qui se portent très bien et des chiffres d'affaires pour l'hôtellerie sur la Moselle qui sont à 11% de plus que 2019 qui reste l'année de référence et sur Metz plus 15%. Et on trouve le même succès au niveau des restaurateurs puisque globalement on a des chiffres qui sont supérieurs entre plus 11 et plus 15% en fonction des situations. Et on peut dire aujourd'hui que la saison était une bonne saison. On pouvait s'attendre un peu à cette augmentation, ces hausses de pourcentage après 2 années compliquées forcément. Oui, en sachant que la référence dont que je vous donne ici, c'est la référence par rapport à 2019 qui était une année classique. D'accord. Alors j'en parlais tout à l'heure, l'inflation. L'un des postes de charge les plus significatifs dans un restaurant, c'est la consommation de matières premières. Alors on parle beaucoup de pénuries ces derniers mois. Est-ce que dans les établissements mosellans, ces pénuries existent et quelles sont-elles ? Oui, elles existent. Alors on est très attentif à l'ensemble des charges qui augmentent. Comme tout le monde, on a l'énergie puisque forcément dans les cuisines on chauffe, on a du gaz ou on a de l'électricité et c'est une part de charge qui est assez importante. Donc on fait attention et c'est pour ça qu'il faut mesurer cette augmentation de chiffre d'affaires puisque si on la compare à l'inflation qui est aux alentours de 6%, heureusement qu'on a bien travaillé cette année pour compenser cette hausse de prix. Alors après, pour répondre à votre deuxième question, la pénurie de produits, oui, en existe. Alors on a les fêtes qui arrivent, une qui est remarquable et qui va parler à tout le monde, c'est le foie gras qui est quasiment inexistant et difficile à trouver. Alors quelles sont les solutions finalement pour faire face à ces hausses des prix ? Quelles sont les alternatives ? Baisser peut-être les marges ? Baisser les marges, c'est dangereux et c'est dangereux pour la pérennité de nos entreprises. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on invite l'ensemble de nos adhérents à travailler sur leur business plan pour s'assurer en fait que les charges seront compensées par le chiffre d'affaires et qu'il ne faut pas... quelquefois, on entend « je vais faire plaisir à mes clients, je ne veux pas augmenter les prix ». Non, il faut suivre l'inflation, conserver nos marges parce que c'est la base de la vie de nos entreprises. Donc vous invitez les restaurateurs à augmenter leurs prix si c'est nécessaire forcément ? Si nécessaire, vous l'avez dit. Au niveau maintenant de la rémunération des travailleurs, où en est-on ? Est-ce qu'il y a une revalorisation ? Il y a eu une revalorisation assez importante qui a eu lieu au 1er avril, mais comme vous l'avez vu, l'inflation est également sur les salaires. Il y a eu une rehausse du SMIC encore au 1er août, qui fait qu'il va falloir qu'on réajuste à nouveau. Alors je ne sais pas à quel moment, puisque c'est des négociations qui se font au niveau national, mais ici, en base, on pousse pour que nos métiers soient attractifs. On a d'ailleurs un sujet sur les salaires qu'il faut qu'on aborde, c'est l'apprentissage. Aujourd'hui, nos apprentis touchent moins que quelqu'un qui va faire son apprentissage en plasturgie, qui va toucher à peu près 28% de plus, ou dans le BTP, qui va toucher presque 48% de plus. Donc c'est un sujet qu'on va mettre sur la table lors de notre Assemblée Générale qui aura lieu lundi. Il faut qu'on touche à ces salaires d'apprentis pour qu'on soit attractif également à ce niveau-là. Alors vous parlez d'apprentis, il y a ce problème d'inflation, mais aussi ce problème de manque de bras dans tous ces métiers. Pourquoi aujourd'hui n'arrive-t-on plus à recruter, selon vous, et spécialement dans le secteur de l'hôtellerie ? Je crois que vous l'avez dit, spécialement dans le secteur de l'hôtellerie, mais tous les secteurs. On voit bien qu'il y a un déficit d'employés partout. Alors on parle de la
la grande démission, mais dans cette grande démission, on entend souvent que les gens ne travaillent plus. Ce n'est pas le cas, puisque le chômage n'arrête pas de baisser. Le nombre d'inscrits à Pôle emploi n'arrête pas de baisser également. Donc forcément, il faut qu'on trouve des solutions, qu'on soit plus attractif, qu'on explique quels sont les atouts de nos métiers pour attirer du monde. Donc on a 14 ou 15 actions qui sont en cours actuellement pour recruter, expliquer. On travaille par exemple avec Pôle emploi où on a mis en place des vidéos sur chaque métier qui présentent et qui leur facilitent la présentation aux demandeurs d'emploi. On travaille actuellement avec Moselle Attractivité également sur le recrutement des talents qui pourraient venir d'un peu plus loin que de la Moselle, puisque comme il y a de moins en moins de personnes sur le département et qui sont en capacité de travailler, il faut peut-être aller les chercher sur l'extérieur et démontrer que la Moselle est un département attractif et puis mettre en place des choses qui les attireront encore plus. Finalement, tout passe par la communication. Est-ce que la crise sanitaire a peut-être aussi remis un peu en question ces métiers avec des changements d'habitude ? Je ne crois pas, parce qu'on parle de ceux qui ne sont pas là, mais vous savez, en Moselle, on a plus de 14 500 personnes qui travaillent dans l'hôtellerie-restauration. C'est 6% des personnes actives. Et moi, j'en ai dans mes établissements qui sont heureux parce que c'est un métier de contact, c'est un métier de solidarité, c'est un métier de sociabilisation, donc très importante. Aujourd'hui, on parle que du digital et que les gens veulent retrouver du sens. Et ben, on a du sens puisqu'on donne du plaisir, on donne de l'hospitalité et surtout, on donne du contact humain. Merci beaucoup, Christophe Thirier, d'avoir accepté notre invitation. Direction désormais Ars-sur-Moselle. Cela fait plus de 70 ans que Charcupac, les provinces, est au service de la grande distribution européenne. Sa spécialité, le tranchage de charcuterie. Reportage avec Anne-Sophie Gross. Si vous consommez de la charcuterie, vous avez peut-être, sans le savoir, déjà acheté un produit Charcupac. Située à Ars-sur-Moselle, cette entreprise de tranchage et de conditionnement de charcuterie fait partie des leaders du marché européen. Là, vous êtes typiquement au cœur de l'entreprise industrielle. Donc là, nous avons une ligne qui est spécialisée, notamment viande des grisons, viande de bœuf séché, un produit qui est à marque distributeur et sur lequel on est un des leaders du marché en tranchage et en conditionnement. 85 millions de chiffre d'affaires, 60 millions de barquettes conditionnées sur le site mosellan, des lignes automatisées au maximum. Tout a été pensé pour optimiser le rendement. Et là, on est typiquement sur le dernier investissement qu'on a fait en industriel. Ce sont des lignes haute cadence avec, comme vous le voyez, des robots qui mettent les produits et les barquettes en carton, ce qui nous permet de gagner en efficacité et en productivité, mais également aussi de soulager les opérateurs parce que la répétitivité des gestes génère beaucoup de pathologies sur lesquelles on a su bien travailler. Aujourd'hui, l'entreprise se positionne non seulement en France, mais aussi en Europe, avec une présence dans le Benelux, en Roumanie et en Pologne, et avec pour ambition d'ajouter la Suisse et l'Angleterre à son carnet de commandes. Mais ce ne sont pas les seuls objectifs que se fixe Charcupac. Fabrice Lévy en est conscient, le conditionnement de la charcuterie génère des quantités de déchets plastiques. Alors, pour tenter d'enrayer le système, plusieurs options ont été imaginées. La première, limiter le gaspillage alimentaire en commercialisant les déchets organiques. Donc on les commercialise dans des barquettes. L'intérêt de ce type de produit, alors c'est une des marques avec lesquelles nous travaillons, c'est qu'on les valorise le produit et que c'est pour le consommateur en termes d'organoleptique, de goût, ça n'a aucune différence. Par contre, c'est 30% moins cher que le produit classique dans la barquette. Mais Charcupac ne compte pas s'arrêter là. L'objectif de l'entreprise est de réduire l'utilisation de plastique de 70% en misant sur des emballages en papier. Autre nouveauté, l'ouverture d'une ligne spécifique au conditionnement de produits véganes, un marché prometteur. Connaissez-vous Menoué? Il s'agit d'un acteur majeur des ressources humaines au niveau national. Nous avons pu rencontrer son PDG, Jean-Louis Petruzzi. Regardez. Menoué, c'est une réflexion stratégique et l'idée était, après avoir eu une longue expérience dans le métier du travail temporaire, j'ai été gêné par l'évolution de ce métier-là qui est devenu un véritable océan rouge et j'ai eu envie d'abriter ce métier-là qui est un métier de recrutement compliqué et de recherche de compétences. J'ai eu envie de l'abriter dans un environnement RH.
Donc le projet Menway a été créé fin 2002 et l'objectif était de créer un projet RH et de porter des métiers très complémentaires, chaque permanent étant spécialisé d'un métier. Alors aujourd'hui, nous portons 4 métiers sur 4 marchés différents, 4 directions différentes dans le groupe. On porte le métier du conseil RH, où on fait à la fois de la gestion de PSE avec des équipes dédiées, PSE plan social. Notre deuxième métier, c'est le management de transition. Nous sommes propriétaires, sous l'enseigne NIM, nous sommes propriétaires d'une entreprise qui met à disposition des cadres supérieurs et cadres dirigeants partout en France, surtout dans l'industrie, dans le cadre de la transformation ou des difficultés de certains de nos clients. Voilà, notre troisième métier, c'est l'executive search. On est propriétaire de cabinets de recrutement où on recherche des cadres supérieurs et cadres dirigeants pour des missions en CDI. Et puis enfin, on est propriétaire d'un réseau de travail temporaire d'une 60aine d'agences réparties sur tout le territoire français. Le projet Menway, c'est de conjuguer les expertises de ces 4 sociétés et de faire en sorte qu'on se développe le client d'un pôle pouvant et devant devenir le client des autres pôles. Donc on a un cross-selling qu'on appelle Crossway, qui est notre force commerciale. Crossway, en fait, tous les salariés du groupe travaillent à faire des mises en relation avec les collègues des autres métiers et sont rémunérés en complément de leur rémunération sur les apports d'affaires. Il y a une difficulté majeure aujourd'hui à trouver des candidats et il y a une pénurie de compétences disponibles qui est extrêmement importante. Même si la pénurie de compétences disponibles a toujours existé, ça fait 30 ans que je suis entrepreneur et ça fait 30 ans que j'entends ces problématiques-là, mais aujourd'hui c'est devenu beaucoup plus pointu. Alors je ne sais pas répondre, on parle de grandes démissions, on parle de manque de formation des candidats. Il est clair qu'aujourd'hui le constat pour nous c'est que, quels que soient nos métiers, il est extrêmement compliqué de trouver un candidat qui a les compétences, oui, mais surtout qui a la motivation pour prendre les CDI ou missions qu'on peut proposer. Aujourd'hui, on a une entreprise qui est saine, avec un chiffre d'affaires d'environ 160 millions pour un résultat brut d'environ 10 millions. Nos chiffres montrent qu'on va aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, on est au premier étage de l'histoire de Menway. Et notre objectif, c'est de devenir un acteur incontournable des ressources humaines en France. Bonsoir Guillaume Gaznave. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur et directeur général de TwoEye, lancé en 2017. Oui. Alors TwoEye, cela consiste, si je résume globalement, à résoudre des problématiques liées à la sûreté et à la sécurité. Vous pouvez un peu nous présenter finalement ce que vous faites? Tout à fait. Alors on est éditeur de logiciels, donc on édite, on fabrique des logiciels pour résoudre des problématiques liées, comme vous dites, à la sécurité et à la sûreté. Ça consiste à automatiser des tâches qui peuvent être rébarbatives, notamment pour améliorer la sécurité d'un environnement. On a 3 segments de clientèle, les sites sensibles, les villes et les forces publiques. Concrètement, vous pouvez nous donner un exemple de ce que pourraient être ces logiciels, comment ils fonctionneraient et sur quoi? Alors, je vais prendre 2 exemples issus de l'utilisation que peuvent faire les villes. Premier cas, une ville a une réquisition judiciaire sur un méfait qui a été commis. Donc, par exemple, on va parler d'un vol. Et suite à cette réquisition, il peut y avoir des heures de visionnage qui doivent être opérées par une personne qui a le droit de le faire. Et toute l'idée, c'est d'utiliser notre logiciel pour compresser ce temps de visionnage en quelques minutes. Et donc, in fine, augmenter le nombre d'enquêtes résolues et pouvoir attaquer le problème le plus rapidement possible. C'est un gain de temps indéniable finalement. C'est un gain de temps phénoménal. Deuxième exemple concret, toujours pour une ville, des missions de surveillance ponctuelles liées à la sécurité des événements, par exemple un marché de Noël. Et là, c'est la possibilité d'utiliser les caméras pour détecter en amont un éventuel danger, la présence d'une voiture sur une zone non autorisée, et permettre à des agents d'intervenir. Et donc j'imagine que finalement, ils sont déjà ciblés au préalable, ces éléments, une voiture non autorisée, qui sont rentrés dans le logiciel, c'est ça? Et donc après, on le détecte directement. Alors, le logiciel
a un cœur de calcul qui a été entraîné par ce qu'on appelle une intelligence artificielle. Et ce cœur de calcul sait reconnaître des situations, des éléments, et permet, par un système de règles défini par l'opérateur, d'automatiser des tâches. Par exemple, détecte-moi une voiture sur une rue piétonne à telle heure de la journée. Oui, voilà, donc ces situations sont bien sélectionnées en amont. Tout à fait, par l'utilisateur. Sur le cas de l'utilisation en temps réel. Sur la recherche a posteriori, qui était mon premier exemple, vous avez une recherche par filtre sur un élément qu'un enquêteur va rechercher. Alors ce que vous proposez, est-ce que ça existe déjà en France ou ailleurs? Alors c'est un marché qui est en forte croissance, qui entre dans une phase de maturité. Et oui, on a des acteurs concurrents, que ce soit sur le marché français ou international. Et on se confronte justement sur des appels d'offres à des acteurs internationaux. Alors la sécurité, c'est et ça sera toujours un enjeu sociétal majeur en France comme ailleurs, et c'est toujours très compliqué de contrôler des événements finalement, des lieux où il y a une forte densité. Ça aussi, vous pouvez contrôler la densité, compter le nombre de personnes par exemple sur un événement? Oui, tout à fait. Il y a un vrai enjeu sur la sécurité des événements. Je garderai en tête un chiffre, c'est le déficit d'agents de sécurité pour les JO. La Cour des comptes a estimé dans un rapport qui est sorti il y a quelques mois, 24 000 le déficit d'agents. Le logiciel n'est pas là pour remplacer les agents, mais par contre permet de combler des trous dans la raquette. Et l'idée, c'est de pouvoir agréger des centaines de caméras vers un ou plusieurs opérateurs pour faire une action qui est surtout préventive sur la sécurité. Et donc vous avez déjà des liens avec les organisateurs des JO? Est-ce que c'est une possibilité que vous travaillez avec? Alors c'est un vaste sujet. Effectivement, on est sollicité sur cette période de préparation des JO. Reste à trouver l'environnement légal adéquat, et ça, c'est dans les mains du gouvernement. On sort un peu des clous, une question un peu plus large sur la technologie et votre système. Ça pourrait fonctionner dans d'autres secteurs des métiers? Alors tout à fait. Par exemple, notre technologie, alors pas la technologie TOI, mais notre technologie est utilisée dans l'agriculture, notamment sur la sélection d'espèces pour des robots sur du désherbage. Donc c'est une autre façon d'utiliser. Sur le médical, la technologie est utilisée pour analyser de manière automatique des images de rayons X. Donc finalement, vous évoluez sur un champ assez large. Combien de personnes, d'ingénieurs travaillent aujourd'hui à Touaille? On est 25 actuellement, avec tous nos effectifs, et c'est aussi notre fierté, basés à Metz, en Moselle. Une société mosellane. Vous travaillez avec Epitech aussi, une école d'informatique à Nancy, donc elle n'est pas mosellane, mais c'est pas grave. Combien de personnes sont issues de cette école et qui travaillent chez vous? Alors actuellement, on est 4 personnes, il y a 4 personnes d'Epitech présentes chez Touaille, et notamment notre directeur des développements informatiques, pour vous dire la place que porte cette école chez nous. Mais d'autres écoles sont présentes évidemment, et on est content d'accueillir une diversité de profils, puisque ça c'est aussi quelque chose de très important sur tout ce qui est machine learning, intelligence artificielle, ne pas se cantonner à un seul type de formation ou à un seul type de profil. Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Touaille pour les prochaines années à venir? Je dirais du succès, mais au-delà de nos frontières, à l'international. Et une des zones où on se développe, c'est le Moyen-Orient. Et c'est là qu'on voit, en plus de la France, un gros potentiel de croissance. Merci infiniment, Guillaume Cazenave, d'avoir été avec nous sur ce plateau exceptionnel au Moselle Open. Merci de m'avoir reçu, c'est un plaisir. Et voilà, c'est déjà la fin de votre émission Le Rendez-vous Éco sur Moselle TV. Merci à tous de nous avoir suivis. Le Rendez-vous Éco revient le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien. Belle soirée.